Alors bonjour à tous, aujourd'hui on fait une deuxième vidéo sur la playlist autour de l'open source et le sujet que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le sujet le problème du sachant historique et puis essayer de voir, comment on va pouvoir l'éviter. On va essayer de définir un petit peu avec des différents profils, ce qu'on entend par un sachant historique. Donc 3 profils, 3 histoires et puis des problèmes comparables. Alors le premier profil, je l'ai appelé Henry Turnover, c'est quelqu'un, un jeune de 26 ans. Il a été la recrue d'une équipe avec beaucoup de turnover pour plein de raisons, des raisons de mobilité, des retraites, des départs en retraite, anticipés, de la lassitude, des personnes sur le sujet, aussi quelque part parce que l'application, sur laquelle il a commencé à travailler, c'est une application qui est complexe, mal documentée avec, beaucoup de code, avec énormément de choses qui ont été faites en interne, dans une équipe fermée sur elle-même, avec une énorme code base issue d'un développement qui était très empirique, très progressif. Et puis au fur et à mesure des départs progressifs, euh, il a fini, euh, il a fini par devenir le dernier sachant d'un périmètre qui, malgré tout, il ne maîtrise pas. Il maîtrise pas vraiment l'application sur laquelle il a été finalement identifié comme le dernier des sachants, celui qui en sait le plus, mais probablement pas suffisamment. Le deuxième profil, je l'ai appelé Lena Complication. Lena Complication, elle a 60 ans. C'est quelqu'un qui a fabriqué une application pour répondre à des problèmes métiers dans son activité. C'est pas forcément quelqu'un de métier, du métier de l'IT, du métier de l'ingénierie logicielle. Elle a développé elle a développé une application d'abord pour son propre besoin et puis pour essayer de proposer de la valeur. C'est quelqu'un à la base qui avait la volonté de faire beaucoup avancer son entreprise. Euh, L'application qu'elle a fait, elle est devenue indispensable et donc elle a été légitimée, justifiée. Et quand l'entreprise s'est rendue compte du fait que cette application était devenue indispensable, bah, c'est là qu'on a vu un petit peu la problématique de cette initiative personnelle, parce que l'entreprise n'a pas réussi à renforcer l'équipe, parce qu'en fait l'équipe souvent c'est dans un profil comme celui-ci, c'est une personne ou un nombre réduit de personnes qui sont capables d'accepter de travailler avec la personne parce que cette personne a développé ses propres méthodes, elle a développé les choses par elle-même, de façon très individuelle, et du coup c'est des profils qui ont du mal à accepter l'aide extérieure. Son bagage technique, il est devenu obsolète parce qu'elle a pas pris le temps de faire de la veille. Elle était toujours centrée sur les besoins applicatifs, sur la réponse aux besoins métiers avant tout. Et finalement, le comment, le moyen, ça passait derrière, quoi. Alors, le troisième profil, c'est Sophie G sur place. Alors, j'ai mis 40 ans, mais des fois, ça peut être plus jeune que ça. C'est une personne, Sophie, c'est une personne qui est restée longtemps, qui reste longtemps dans son service, qui a tendance à un petit peu de sédentarité, à beaucoup de sédentarité. Et puis, elle est rentrée dans un service qui fonctionne de la même manière. Un service avec une core team très sédentaire, avec des collègues qui ont leur périmètre, leur précaré et qui assument leur précaré. L'expertise de l'équipe, elle est reconnue. Et le problème, il n'est pas du tout là. L'expertise sur le périmètre métier sur lequel ils sont, il est reconnu, mais il y a finalement peu de contradictoires. Et puis en plus, le groupe, avec le temps, a pris l'habitude d'entretenir un discours de plus en plus ferme, parce qu'ils ne veulent pas avoir à gérer le changement, ils ne veulent pas avoir à s'expliquer. Euh, Plus ça va, plus cette équipe reste sur une position de confort, et puis finalement ils font plus évoluer l'outil techniquement parce que la réponse fonctionnelle elle est là, et puis que finalement est-ce que c'est nécessaire de faire bouger l'outil? De leur point de vue, non. Alors on va un petit peu plus illustrer chacun des parcours. On repart sur le parcours de Henry Turnover. Donc Henry Turnover, il a rejoint une équipe, hein, c'est ce qu'on a dit, hein, et puis effectivement, cette équipe, avec le temps, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont arrivés, et puis là, je l'ai montré en une étape, mais c'est des choses qui peuvent être plus progressifs. Et puis finalement, ce turnover peut avoir des effets induits d'exacerbation, d'augmentation encore plus du turnover. Mais résultat des courses,
finalement, à la fin, il reste en ancien que Henri. Et donc Henri, il devient le sachant historique. Et ça, c'est déjà une situation inconfortable. Alors, quand on regarde la résultante de ça, bah, c'est un risque sur la capacité à maintenir l'application. C'est un risque humain sur Henri, mais finalement, c'est un risque humain sur tous les membres de l'équipe parce qu'ils se sentent pas à l'aise sur leur mission. C'est régulièrement des profils qui peuvent avoir un syndrome d'illégitimité sur leur fonction parce qu'ils sont sur un périmètre qui est mal maîtrisé. Comme je l'ai dit, hein, il y a un risque d'augmentation du turnover et puis il y a un risque sur la QS parce que quand on maîtrise pas bien l'outil, s'il y a un problème dessus, bah, la capacité à répondre et à corriger vite, elle est très compliquée, hein. Maintenant, on va regarder le parcours en détail de Lena Complication. Lena Complication, elle, je vous l'ai dit, elle travaillait sur son activité métier et puis elle a cherché à trouver une solution pour automatiser certaines actions de son métier. Et pour ça, elle a commencé à se dire, tiens, je vais me faire un petit... Elle a peut-être fait des tableurs Excel. Euh, Ensuite, elle s'est dit finalement, j'ai fait des macros dans mon tableur Excel. Et puis, elle est venue au développement par un biais qui est peut-être pas le biais de l'ingénierie logicielle. C'est un petit peu l'un des problèmes hein, de ce genre d'approche. Et puis, son idée, elle l'a matérialisée donc dans une application. Je sais pas, une application PHP déployée, et ainsi de suite. Il y a de fortes chances que comme elle faisait pas partie des services IT, elle a fait ça dans son coin et puis bah du coup bah ça tourne sur ce qu'on appelle le serveur sous le bureau, en gros du shadow IT. Et puis bah du coup malgré tout l'application qu'elle a fait, elle est devenue indispensable. Elle a fait gagner du temps à ses collègues, donc tous ses collègues l'utilisent. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'en fait mais après, quand l'entreprise a voulu proposer quelqu'un pour travailler avec elle, sa posture, c'est moi, non, 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 je travaille dans mon coin. De toute façon, il va me faire perdre du temps. Je vais passer plus de temps à le former, et ainsi de suite. Et puis, elle sait, au fond d'elle-même, cette personne, que elle n'a pas développé dans les règles de l'art, qu'elle a fait des choses qui sont pas dans les canons de l'ingénierie. Donc, il va y avoir quelque chose du domaine du complexe qui va se mettre en œuvre sur le fait que quand un sachant va arriver, elle va forcément le voir arriver. Un sachant technique, un expert sur les aspects d'ingénierie logicielle, elle va le voir arriver comme quelqu'un qui va la juger. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que du coup, en ayant fait un petit peu tabula rasa des initiatives pour venir l'aider, bah, au fur et à mesure, elle va s'enfermer dans un schéma où elle peut pas avoir de soutien et pourtant la demande fonctionnelle continue et ainsi de suite. Et puis bah, à la fin, elle se retrouve dans une situation où elle peut plus gérer. Là où ça devient grave, c'est sur un profil un peu comme notre Lena Complication. Elle est plutôt en fin de carrière. Elle s'est approprié sa réalisation, c'est devenu presque une justification. Le travail, c'est des profils de personnes sur lesquels le travail a une prévalence, où l'équilibre vie privée, vie professionnelle se décale parce qu'ils deviennent de plus en plus overbookés. Et puis bah, à la fin, la sortie de la vie professionnelle, c'est des choses qui peuvent être compliquées, c'est des situations qui peuvent devenir de vrais risques psychosociaux. Et puis bah du coup, la résultante, on l'a vu, hein, le Shadow IT, le RPS fort hein, sur l'ENA, le risque psychosocial très fort sur l'ENA, la fiabilité de l'application, parce qu'elle est la seule à la maintenir et que du coup, ça devient l'édifice fonctionnel, la réponse fonctionnelle augmente, mais la qualité du code, les méthodes pour qualifier cette qualité ne sont pas au rendez-vous. L'obsolescence, parce que elle a gardé la structure applicative d'origine, et d'où donc le risque sur la QS est fort. C'est un risque élevé hein, sur ce type de profil. Et le dernier profil, c'est Sophie G sur place. Alors, elle, effectivement, bah, elle est au sein d'une équipe, hein, elle est au sein de son équipe. Ils ont leur petit précaré, ils gèrent leur application, ils font en sorte de bien maîtriser leur périmètre, et ni plus ni moins. L'équipe, elle est stable, hein, elle est même super stable, tellement stable que c'est sur une activité de niche. Dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de s'intégrer dedans, bah c'est pas forcément facile. Ou s'il a le même mood, bah ça fonctionne, mais en gros il va continuer à alimenter le mood, donc c'est de l'amplification en termes de staffing sur un mood qui est pas forcément le bon. Et puis au final, alors je suis un petit peu dur, mais on en arrive avec la qualité de l'application qui va pas du tout évoluer, qui va rester très très obsolète. Et puis bah là, des mauvaises pratiques,
des non-conformités avec l'état de l'art vont faire que l'application, plus ça va, plus il va y avoir une petite odeur de faisandé. Alors, on va s'arrêter à du faisandé, on oublie ma petite icône. C'était sur le principe de la plaisanterie. Maintenant qu'on a vu ces profils, alors pardon, d'abord on va essayer de regarder en termes de résultats sur une situation comme celle-là. Il y en a un qui est grave, c'est le déni du changement et le déni de l'innovation. Si on laisse se multiplier ce type d'équipe dans une entreprise, dans une organisation, bah, on se met dans une situation où clairement l'entreprise prend des risques sur sa compétitivité, sur sa capacité à innover, sur sa capacité à produire de la valeur. Quelque part, une équipe de ce type-là, si elle est isolée, c'est déjà, je pèse mes mots, mais ça peut être une équipe toxique, c'est-à-dire une équipe qui a une influence négative sur le reste de l'entreprise. Donc on parle de risque humain global dans ce cas de figure. C'est typiquement un phénomène sur lequel on mesure de l'obsolescence forte. Et puis, toujours pareil, le risque sur la QS, puisque, alors peut-être moins, hein, parce qu'effectivement, quoi qu'il arrive, ils justifient leur stabilité et leur activité par le run. Donc finalement, le risque sur la QS, c'est probablement là où il est le plus faible. Et des fois même, il y en a pas, parce que malgré tout, ça reste des professionnels. On ne se trompe pas, hein, tous les cas de figure que je suis en train d'exprimer font tous référence à des gens professionnels, mais qui ont certaines qualités, certains comportements qui sont pas au maximum de ce qu'on pourrait attendre pour apporter le maximum de valeur. Alors, le fond du problème, les causes profondes, il y en a deux. Il y a des causes organiques, c'est-à-dire des causes qui sont le fruit d'un mauvais fonctionnement de l'entreprise, et il y a des causes posturales, c'est des causes qui viennent des individus eux-mêmes. Si on regarde les causes organiques, la première cause, la plus dramatique, c'est l'immobilisme de l'organisation. Il y a une situation qui se pourrit, l'entreprise doit réagir. L'entreprise doit mettre un cadre qui fait qu'on stoppe le problème. Il y a aussi le fait que l'entreprise doit produire un cadre de challenge, un cadre qui est propice à l'innovation, à l'initiative personnelle. Et puis, surtout pour le premier cas, hein, qu'on avait vu, les variations de stratégie entre internalisation et externalisation, les aléas qui fabriquent du turnover par le fait qu'on a régulièrement des cycles, on internalise, on externalise et ainsi de suite. Bon, c'est un vrai problème. Donc les causes organiques, on les a vues, c'est ces trois causes. On va passer aux causes posturales. Donc dans les causes posturales, la première, c'est le refus du changement. Alors ce refus du changement, il s'explique aussi par l'expérience, hein, parce que tous les changements qui se passent mal et ainsi de suite, au bout d'un moment, bah, ça emmène à que ce soit des changements organisationnels, des transformations d'entreprise, mais aussi des changements dans le périmètre technique de l'activité. Euh, Chat échaudé craint l'eau froide. Et au fur et à mesure, si on fait rien pour contrer ça, bah, les gens vont s'enfermer sur une démarche de repli postural. Les équipes fermées autoritaires, alors là, pour le coup, c'est à l'équipe de résoudre son problème. C'est-à-dire que il faut, il faut se projeter. Tous les gens n'ont pas la même appétence à produire de la valeur. Il y a des, il y a- c'est normal qu'il y ait des suivers et des locomotives dans une entreprise. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que on s'assure d'avoir une locomotive dans toutes les équipes pour éviter que les équipes s'enferment sur du train-train. C'est facile à dire, hein, ce que je dis. Le manque de cadrage et de concertation sur l'exploration volontaire ou l'innovation. C'est-à-dire que là, c'est le défaut inverse. C'est-à-dire l'innovation se met en œuvre, l'initiative se met en œuvre de façon non contrôlée, non maîtrisée, non outillée. Et du coup, il y a une personne qui a une idée, plutôt que qu'elle puisse savoir que dans son entreprise, il y a un cadre pour qu'elle puisse faire du contributif collectif, ou qu'elle puisse faire de l'initiative individuelle et de l'exploration volontaire, que du coup, on va l'accompagner pour faire ça dans un cadre professionnalisé, outillé, et donc dans les canons de qualité de l'entreprise. Donc ça, c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire c'est la posture de la personne de ne pas le respecter si c'est en place, mais c'est un problème organique si jamais c'est l'entreprise qui l'a pas mis en œuvre. Comment on peut résoudre ça? Alors, on est sur Ultra Green, donc si je vous parle de sujet, même si je suis autour de l'open source, de mon point de vue, l'inner source est l'une des premières réponses à cette problématique, c'est-à-dire casser
le principe de centre de compétences ou d'équipe de développement fermée sur elle-même pour aller sur des principes contributifs et l'application des principes de l'open source au sein de l'entreprise. J'ai fait une vidéo qui décrit l'inner source, donc je vous renvoie à cette vidéo pour bien étayer vraiment et vous comprendrez pourquoi je considère que l'inner source est une réponse au phénomène du sachant historique et au problème du sachant historique. Parce qu'effectivement, ça met en évidence ça met en œuvre l'intelligence collective, ça augmente les viviers de compétences et donc le fait que quelque part la compétence se diffuse dans l'entreprise. Et puis c'est un code ouvert à l'entreprise et des méthodes et des outils et un cadre de mise en œuvre qui va fabriquer cette politique, cette gouvernance qu'on va évoquer un peu plus tard. L'open source, déjà, effectivement, utiliser du code communautaire là où c'est possible, ne pas réinventer la roue, ne pas avoir des énormes codes bases où on n'a pas mis en œuvre du code qui va être plus à l'état de l'art, qui va réduire la charge de MCO de la solution, parce qu'on va éviter de faire ce genre de choses. Et puis, je vous envoie aussi sur la vidéo que j'ai faite sur le MakeWeave et le support, le fait qu'on va pouvoir effectivement bénéficier de la capacité de pouvoir utiliser des partenaires pour travailler avec nous et puis valoriser un code open source, soit pour notre intérêt direct, soit pour faire de la différenciation, soit pour faire du contributif et de l'approche de valeur globale. Je vous renvoie à cette vidéo, hein. Et puis, enfin, les deux derniers ne sont pas du tout à négliger. L'aspect gouvernance. Je vous l'ai dit, il faut construire une politique de l'innovation. Et quelque part, cette politique de l'innovation, c'est un cadre à l'inner source. C'est un cadre de mise en œuvre de l'inner source dans l'entreprise. Extrêmement important. Une ingénierie presse citron, ça fait du jus de citron, ça fait pas de la qualité. Si on veut qu'une entreprise se développe sur le principe de l'innovation, il faut laisser du temps aux salariés. Quand on voit des plannings et du contrôle de charge par certaines personnes en faisant du time sheeting ultra strict et en ne laissant pas des slots pour faire de la veille, même potentiellement de la contribution open source, j'y viendrai à la fin quand on va parler de la partie posturale, il faut que l'entreprise laisse du temps à la veille. On ne peut pas produire de valeur si on est focus sur l'activité et strictement sur l'activité opérationnelle qu'on a à faire. Il faut du temps pour monter en compétences, pour se former, mais aussi pour proposer de la valeur supplémentaire. Par contre, effectivement, il va falloir fixer un cadre. C'est ce que c'est la contrepartie, c'est qu'il faut donner un cadre dans lequel on peut faire les choses avec de l'outillage, avec de la méthodologie, avec des principes. Je fais aussi un focus sur l'ingénierie logicielle. On fait du make dans une entreprise que si on a le cadre pour, s'il y a une structure qui va justement porter le savoir-faire sur l'ingénierie logicielle. Si jamais on est dans une entreprise qui n'est pas faite pour faire du logiciel, construire ses propres solutions, c'est intégrer du risque dans l'entreprise. Il va falloir intégrer et systématiser les bonnes pratiques, le test logiciel, la CI/CD, le DevOps, des choses qui font partie d'un savoir-faire qui sont indispensables. C'est en ça que je dis qu'on doit faire du make uniquement que si on a le cadre pour. Sinon, on va plutôt essayer d'utiliser du logiciel qu'on achète, hein, du logiciel en buy ou du logiciel open source, mais on va consommer du logiciel pour éviter de faire prendre des risques à l'entreprise. C'est-à-dire s'appuyer sur un logiciel qu'on ne va pas être en mesure de maintenir. En gros, avoir une approche pragmatique. Maintenant, on va regarder les axes de solution sur la partie posturale. Et on va conclure on finira sur cette partie-là. La première chose importante, et là on parle aux individus, je parle aux individus, je ne parle plus de l'organisation globale, je parle à chacun, c'est l'acceptation du changement. Effectivement, elle passe par le fait que l'entreprise nous permette d'évoluer dans notre carrière. C'est là qu'on a vu, hein, effectivement, pour pouvoir être à l'aise et accepter le changement, il faut sortir de son quotidien, il faut se former, il faut faire de la veille, il faut augmenter son périmètre de compétences et son périmètre finalement de confort et non pas envisager ce périmètre de confort comme quelque chose d'arrêté dans le temps. C'est quelque chose d'évolutif. Et dans notre monde maintenant, les technologies qu'on utilise, il y a des gens qui s'accordent à dire on a dépassé le cadre du 6 mois
sur la durée de vie d'une compétence et on s'approche des 2 mois. Alors moi, je pense qu'il faut largement mitiger, ça dépend des périmètres, ça dépend des sujets, mais sur certains sujets, c'est une réalité. J'insiste, hein, sur la nécessité de formation et je rajoute par contre le fait que ça passe aussi par le fait que l'agilité, dans les entreprises se démocratise, que la posture préemptive sur les missions, sur le travail à réaliser, le salarié ne peut plus être dans une démarche uniquement injonctive, c'est-à-dire un chef qui lui donne le travail. C'est pas comme ça que les entreprises modernes fonctionnent et c'est pas comme ça qu'on produit le plus de valeur. Donc, le salarié doit faire cet effort de se mettre dans cette posture préemptive sur les missions, sur le travail. Un élément qui est super important, que j'essaye de transmettre le plus possible, c'est considérer sa valeur, non pas sur ce qu'on réalise et ce qu'on maintient, mais sur sa capacité à le transmettre. Je me démontre parce que je, par ce que je réalise, mais et peut-être surtout dans le fait que je suis capable de le transmettre et que ce que je fais va continuer à fonctionner si je ne suis plus là. Si c'est le cas, ça veut dire que j'ai fait mon travail correctement, que je suis rentré dans une démarche globale où mon travail est bon parce que je peux m'en éloigner. Moi, j'appelle ça être ISO 9000. J'écris ce que je fais ce que j'ai écrit, ce que j'ai écrit vérifie ce que j'ai fait. Et quand on a ça, ça veut dire qu'on part derrière soi avec du travail documenté qui respecte des principes méthodologiques et une démarche de qualité. Ce qu'il faut pas, c'est que par contre, effectivement, la qualité de ça, c'est d'aller se dire, je vais aller faire de la surqualité, il y a une petite typo, je m'excuse. Il y a, je sais plus où mettre le curseur. Donc ISO 9000, au profit de la valeur au maximum potentiel de valeur. Ce que je veux dire par ce maximum potentiel de valeur, c'est que si on vous demande de fabriquer une maison et puis que vous faites la brique parfaite tout en or et que vous n'avez pas eu le temps de faire la maison, vous n'avez absolument pas produit de valeur. Vous en avez fait énormément perdre. Donc il faut trouver le bon compromis systématiquement. À quel niveau? Il y a des incontournables, hein, dans le logiciel, dans le développement logiciel. Si on parle de ça, il y a la sécurité, il y a le risque en sécurité informatique, il y a la fiabilité et la qualité de service. Et après, par contre, sur le fonctionnel, bah, c'est là où on doit faire des traitements itératifs, on doit avoir des démarches itératives pour s'assurer qu'on produit de la valeur régulièrement. C'est ce qu'on a vu avec le DevOps sur la série sur le DevOps. Et puis que on est bien dans un principe où on considère que cette valeur, elle n'est pas arrêtée dans le temps et que la démarche itérative limite le risque. Le dernier point, probablement le plus important, d'un point de vue humain, c'est même plus que postural pour le coup, c'est humain pour le coup, c'est je ne suis pas mon travail. Je dois trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Je serai efficace et efficient sur ce que je fais dans ma vie professionnelle si je respecte le fait que je ne suis pas mon travail. Et par contre, là où il y a quelque chose d'intéressant, et c'est là on revient sur les fondations d'Ultra Green, c'est l'open source. L'open source, c'est quelque part se dire, au final, ce que je produis dans mon entreprise, si mon entreprise me laisse faire de l'open source, c'est quelque chose qui me valorise aussi dans ma vie extérieure. Et qu'on décide de faire cette continuité hors du travail, c'est un choix personnel. Ça va être un choix à chacun de trouver son équilibre, mais quelque part, ça permet en plus de se dire, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, je ne sais pas quel va être mon chemin professionnel. Malgré tout, il va y avoir ce que j'ai produit d'un point de vue communautaire, de ce que j'ai produit d'un point de vue valeur communautaire, qui va me suivre et qui va m'identifier et qui va me proposer et qui va me justifier dans une proposition de valeur. Pardon. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur le fait que, au final, vous trompez pas, hein, tout ce que je dis, il faut se rappeler qu'il y a de l'humain derrière, que nos trois sachants historiques, ce sont trois personnes probablement avant tout en détresse et que le but du jeu, c'est de supprimer cette détresse. Et puis des fois, de temps en temps, quand cette détresse, elle est auto-induite, bah, de faire un travail sur soi-même pour supprimer cette démarche destructive un petit peu auto-générée. Donc je vous remercie et au revoir.